Nous sommes le 3 juillet 1987. Dans la salle du tribunal de Lyon, un vieil homme se tient silencieux dans le prétoire. Ne laissant aucune émotion le trahir, l'homme attend patiemment le verdict de son procès. Mais qui est cette personne s'apprêtant à sûrement passer le restant de sa vie derrière les barreaux? Que représente celui que l'on surnomme le boucher de Lyon? Il faut savoir que cette personne que l'on retrouve dans le prétoire de Lyon en 1987 répond au nom de Klaus Barbie. Il naît en 1913 à l'aube de la Première Guerre mondiale dans ce qui était encore l'Empire d'Allemagne. Il adhère en 1933 aux jeunesses hitlériennes, ce qui coïncide avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Il intégrera la SS en 1935. Durant la bataille de France, il combattra dans un premier temps aux Pays-Bas, puis après en France avec le grade de sous-lieutenant. Il se battra également sur le front russe dans ce qui s'appelle l'opération Barbarossa. C'est en 1943 qu'il prend le commandement de la Gestapo de Lyon. À Lyon, il se fera rapidement connaître pour sa cruauté lors des interrogatoires avec ses prisonniers. Dans une région où la résistance y est très forte, Barbie aura recours aux pires pratiques et gagnera rapidement le surnom du boucher de Lyon. Dans les sous-sols du fort de Montluc, dans le centre de Lyon, des grands noms de la résistance française passent des heures de souffrance insoutenables. Le 21 juin 1943, Klaus Barbie vient de pêcher un très gros poisson. C'est ni plus ni moins que Jean Moulin, le chef de la résistance en France, président du CNR, Conseil national de la résistance, et représentant de Gaulle en France. Torturé au siège de la Gestapo à Lyon, et sachant bien que s'il parle, c'est toute la résistance française qui tombe, Moulin se terre dans le silence. Il décédera de ses blessures dans un train qui le menait en Allemagne pour être encore plus torturé et espérer qu'il parlerait enfin, ce qui n'arrivera donc jamais, même si les conséquences qui ont mené à sa mort restent aujourd'hui très floues. Mais Klaus Barbie prend également une part très active dans la traque des Juifs de France. Au matin du 6 avril 1944, Barbie ordonna une rafle de la colonie d'enfants d'Isieux, et 44 enfants furent capturés, ainsi que 7 éducateurs. Craignant une intervention des autorités locales, Klaus Barbie fait immédiatement déporter ses enfants vers le camp de transit de Drancy en banlieue parisienne, puis après vers Auschwitz et les camps de la mort. Aucun enfant ne survivra. Ce seront plus de 14 000 juifs, femmes, hommes, vieillards et enfants qui seront déportés sous l'ère de Klaus Barbie. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, puis en Provence 2 mois plus tard. La première armée française, épaulée par les Américains, se rapproche à grands pas de Lyon. Barbie prend la fuite et arrive blessé à Baden-Baden en Allemagne. Jusqu'en 1947, il réside en Allemagne et se fait discret. Mais sur proposition de Joseph Merck, ancien officier de l'Abwehr en poste à Dijon durant la guerre, il intègre le réseau Peterson, un réseau secret totalement financé par la CIA, les services secrets américains. Il a pour but de renseigner les Américains sur les activités du Parti communiste français. Résidant toujours en Allemagne, la justice française demande son extradition pour qu'il soit enfin jugé, mais en 1951, les Américains déclarent avoir perdu toute trace de leur protégé. Ce qui est complètement faux. En réalité, Klaus Barbie a été extradé par les Américains vers l'Amérique du Sud, plus précisément la Bolivie. Là-bas, Klaus Barbie devient Klaus Altmann. Là-bas, il lance une petite entreprise dans le bois où il a pour employé des juifs. Il se fera remarquer pour annoter chaque lot de 10 d'une croix gammée. Interrogé, il répondra « Non, c'est un symbole très beau, j'aime ce signe ». Dans les années qui viennent, celui qui est maintenant un citoyen bolivien et qui collabore avec la dictature locale se fait rattraper par son passé durant la guerre. En effet, le couple de chasseurs de nazis, Serge et Beat Klarsfeld, sont sur sa trace. Et en prenant appui sur une photo, publie un dossier sur un certain Klaus Altmann qui pourrait être Klaus Barbie. Cette nouvelle a fait le tour des médias français et attire Ladislas de Hoyos, journaliste à TF1, qui saute dans un avion pour la Bolivie pour mener l'enquête. C'est à La Paz, capitale de la Bolivie, que Ladislas de Hoyos obtient auprès du ministère de l'Intérieur du pays une interview avec ce fameux Klaus Altmann. Une interview qui va se passer dans des conditions
Très étrange, il est encadré par différents membres du ministère et même le consul de France qui est présent dans la salle. De plus, les questions ont été envoyées, un peu comme nous on le fait aujourd'hui quand on doit interviewer des gens, mais cette fois-ci ils ont été envoyées au ministère bolivien pour qu'elles soient validées à l'avance. De Hoyos commence l'interview en posant ses questions en espagnol, comme cela a été prévu. Bien évidemment, Altman nie en bloc les faits que le français lui présente. Malgré l'atmosphère pesante dans la salle, De Hoyos se permet, entre deux questions en espagnol, de lui en poser une en français. Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon? Une langue qu'il n'est pourtant pas censé connaître. Après cela, Ladislas de Hoyos lui présente différentes photos, dont une où il est représenté Jean Moulin. Et le piège se retourne sur Klaus Barbie. Il vient de laisser ses empreintes digitales sur la photo. Convaincu d'être bien en face du boucher de Lyon, Ladislas de Hoyos termine son interview en lui demandant de répéter des phrases en français, ce que le Bolivien fait, même s'il ne cesse de dire « je ne sais pas parler français ». Pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. L'interview se termine et les représentants du ministère réclament au caméraman les bobines d'enregistrement de l'interview. Les vraies bobines sont en réalité dans la poche du consul de France présent dans la salle qui s'empresse de se rendre à l'ambassade pour les cacher. Elles seront ensuite envoyées en France par valise diplomatique. C'est maintenant sur Klaus Altman et bien Klaus Barbie. La France demande donc son extradition vers la métropole, mais la dictature bolivarienne refuse et fait le mort en 1960. En 1972, le président de la République de l'époque, Georges Pompidou, écrira même une lettre au président de la Bolivie qui restera sans réponse. Il faudra attendre le 25 janvier 1983 pour que la Bolivie accepte enfin d'arrêter Klaus Barbie. Sur fondement d'une dette impayée. Klaus Barbie embarque dans un avion pour l'Allemagne, comme il le pense, mais non. Il atterrit à l'aéroport de Cayenne, en Guyane, où il est formellement inculpé pour crime contre l'humanité. En France, son procès se tiendra à Lyon, et avant, il est symboliquement incarcéré à la prison de Montluc. Il est défendu par un avocat très controversé en France, Jacques Vergès, dont nous reparlerons sûrement un jour. Les témoignages poignants s'enchaînent à la barre du tribunal. La férocité et la cruauté de l'accusé font écho dans la salle comble. Klaus Barbie était une bête sauvage, vous savez, on ne peut pas appeler ça un homme. Et ce qui était extraordinaire chez Barbie, qui nous touchait beaucoup, c'est cette joie satanique qu'il avait à torturer. Il éprouvait vraiment une jouissance extrême. Plus si on criait, alors il rayonnait, il avait réussi à vous arracher un cri. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Merci. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Condamné à la prison à perpétuité, au cours de son procès, Klaus Barbie n'aura jamais regretté ses agissements durant la Seconde Guerre mondiale. A noter que c'est la première fois que la France condamne quelqu'un pour crime contre l'humanité. Il mourra en prison en 1995 à l'âge de 77 ans. Le procès de Klaus Barbie aura permis de mettre en lumière tous les agissements et crimes commis par l'Allemagne nazie en France durant la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit la déportation des Juifs de France, mais également l'arrestation des résistants. Je repense une nouvelle fois à Jean Moulin. Quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Jamais.